Donc, bienvenue à tous et merci de votre présence pour ce webinaire sur la décarbonation. Donc, merci à Christiane Génie et Caroline Joly d'intervenir ce matin pour le MFQM. Merci beaucoup pour votre présence. Et ce webinaire est donc organisé par le MFQM Pays de la Loire. Donc, moi, je suis Delphine Fouché. Je suis l'une des 2 salariés de l'association. Donc, MFQM Pays de la Loire veut dire Mouvement français qualité et management. C'est un réseau d'entreprises, donc une association de loi 1901. On compte 200 entreprises et organisations parmi nos adhérents, donc qui viennent de tout secteur d'activité et ont des tailles très variées, donc ce qui fait vraiment la richesse de notre réseau. Sur l'année, on organise une trentaine d'événements par an, donc aussi bien des visites d'entreprise, des matinales, des focus days qui sont des journées de formation, et puis des webinaires comme ce matin, qui est évidemment privilégié lorsqu'on est en période de confinement. Et on aborde toutes les thématiques qui sont liées à la performance globale des organisations. Donc, par exemple, le management, la RSE, la qualité, les ressources humaines, l'amélioration continue, etc. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programme sur notre site internet. Je pourrais vous envoyer le lien également. On a des rencontres qui sont prévues sur l'ensemble de l'année, donc jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire aux rencontres. Et petite précision, lorsqu'une entreprise rejoint le MFQM, c'est bien l'ensemble des salariés qui sont couverts par l'adhésion, puisque comme je vous le disais, on aborde des thèmes très variés, donc ça touche vraiment tous les métiers, donc chacun peut trouver des thématiques qui l'intéressent. Donc voilà pour le MFQM, je vais laisser Christiane et Caroline se présenter. Donc merci encore à toutes les 2 pour votre intervention. Merci Delphine. Merci Delphine. Caroline, je veux bien, si tu veux, partager donc ton écran. Oui. On va vous reprendre aussi une présentation. Donc, merci à vous tous d'être là, nombreux. On est ravis de parler ce matin d'une thématique qui est très importante à nos yeux et à beaucoup de personnes aujourd'hui. L'assistance le prouve, je crois que c'est un sujet à l'ordre du jour. Donc la décarbonation des entreprises, on va évoquer avec vous quelques éléments clés pour s'engager dans cette trajectoire. Donc peut-être Caroline, on va se présenter. Donc nous, on est toutes les 2 copilotes d'un programme qui s'appelle Mission Change. C'est une association qui a été fondée il y a 2 ans par 4 dirigeants de PME qui se sont dit on aimerait nous faire notre part dans la décarbonation de nos activités, mais finalement on ne sait pas trop comment bien faire, comment s'y prendre. Et donc ils ont créé cette association pour proposer un programme, construire un programme pour aider les PME à décarboner leur activité. Donc, c'est un programme qu'on a co-créé avec ce collectif. Et donc, l'idée, c'est que ce programme Mission Change accompagne les entreprises sur une trajectoire de décarbonation. Donc, pour nous présenter rapidement, donc moi, je suis Christiane Génie. Moi, j'ai vécu 30 ans dans l'entreprise. J'ai fait du marketing et de l'accompagnement du changement. J'ai bossé une 15aine d'années dans le groupe Danone et j'ai été 10 ans directrice marketing à l'aéroport de Nantes. Aujourd'hui, je consacre mon temps donc à accompagner les entreprises dans leur transformation et en particulier sur des enjeux écologiques. Et Caroline, donc je te passe la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, voilà, merci. Donc moi, je suis plutôt spécialiste des sujets développement durable, RSE et transition écologique. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai été 10 ans consultante sur ce sujet et pendant 6 ans ensuite, j'ai été directrice RSE du groupe ERAM. Et donc, j'ai rejoint Mission Change sur cette thématique du climat qui me semble parmi les thématiques RSE, effectivement, sur le haut de la pile, tant elle est potentiellement transformatrice, on va dire, pour les entreprises. Voilà, pour se présenter rapidement. Donc, ce matin, on va vous proposer plusieurs choses. On va vous inviter à partager votre connaissance sur c'est quoi l'enjeu climatique quand on parle
voilà, de réchauffement climatique et de carbone, de quoi parle-t-on? Et on va vous proposer de le faire en mode très interactif, puisqu'on vous a préparé un quiz sur Klaxoon. Alors, Caroline, si tu peux afficher la slide suivante. Donc, on va vous inviter à garder donc votre fenêtre Zoom ouverte, mais de sortir du plein écran si jamais vous êtes en plein écran et d'aller sur Internet en utilisant donc le lien, en allant chercher donc le site Internet Klaxoon. Et donc, une fois que vous serez sur cette page Klaxoon, de taper le code qui s'inscrit en bas, là, le 5T 5RKD9. Je vais moi-même, du coup, hop, vous proposer peut-être de vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien peut-être dans le chat, ça vous aidera. Donc, voilà. Hop. Voilà, donc j'ai mis... ah non, je ne l'ai pas mis à tout le monde, donc je vais le mettre à tout le monde. Voilà, donc je viens de mettre dans le chat le lien, et puis je vais vous retaper donc ce code 5T5RKD9 pour que vous puissiez accéder donc à notre session Klaxoon. Et alors, j'aimerais que vous puissiez me dire si c'est OK. Moi, je ne vous vois plus, mais donc, Caroline, si tu peux me dire si est-ce que les uns et les autres, vous arrivez à vous connecter à cette fenêtre Klaxoon, et on va vous proposer de réaliser un quiz sur le CO2. De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pouvez dire dans le chat, OK, si vous avez réussi à aller sur Klaxoon, et à ce moment-là, je vais vous lancer le quiz pour que vous puissiez tester vos connaissances sur le réchauffement climatique et les enjeux de décarbonation. Alors, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Est-ce que vous pouvez partager là-dessus? Ça a l'air d'être bon, Christiane. Ça a l'air d'être bon. OK. Ce que je dis dans le chat. Je lance le programme de quiz. Donc, si vous êtes connecté sur la bonne page, vous devez avoir une activité qui s'est affichée. Et donc, vous pouvez rentrer donc, dans cette activité. Il faut cliquer sur le bouton bleu mémoire en centrale. Et vous allez avoir donc 8 questions qui vont vous être posées sur l'enjeu climatique et le CO2. Voilà, je vois que la progression démarre. Vous êtes un grand nombre, vous êtes connectés, bravo. Donc, je vous laisse ce petit temps. Voilà, il y en a qui sont très rapides, qui ont déjà terminé. Je vous laisse encore une petite minute pour terminer. Je surveille les compteurs. Allez, encore 30 secondes et puis ensuite on dévoile les résultats. On va dévoiler les résultats. C'est surtout toi, Caroline, qui va dire. Oui.
Allez, on a encore 1, 2, 3. Il y en a quelques-uns qui ont l'air d'être sur la dernière question. Quelques-uns qui ont... Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller, Caroline. Je vais donc... D'accord. Je laisse terminer ceux qui terminent, mais je pense qu'on peut... on a quasiment une session pleine. Je laisse reprendre... Ok. Je reprends la main alors du coup. Voilà. Alors, il y avait une première question sur quelle est l'augmentation de température à ne pas dépasser dans le cadre de l'accord de Paris, la fameuse COP 21 qui avait eu lieu en 2015, vous vous en souvenez certainement. Et donc, l'augmentation à ne pas dépasser, c'est 2 degrés. Alors, pourquoi? Alors, 2 degrés, mais quand même tout faire pour poursuivre les efforts pour rester en dessous de 1,5 degré, puisqu'il y avait les 2 propositions qui étaient faites dans le questionnaire par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire par rapport à l'époque à peu près du milieu du 19e siècle. Alors pourquoi 2 degrés? Parce que les scientifiques disent qu'au-delà de 2 degrés, il y a un risque d'emballement, c'est-à-dire d'effets, on va dire, cumulés de transformation, de changement et de chaos climatique qui mettrait à mal évidemment certaines zones du globe où l'humain aurait vraiment des difficultés à rester vivre. Donc, il est évidemment urgent, on va dire, de se préoccuper de ce sujet. On va voir pourquoi après. Alors, quand on dit ça, bah, ça veut dire, en fait, très concrètement, quand on regarde le schéma qui est en dessous, qu'il faut entreprendre une démarche de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, d'où le sujet de décarbonation, de manière drastique, de façon à viser la neutralité carbone en 2050, la neutralité carbone voulant dire que du coup, on n'émet pas plus de carbone, pas plus de gaz à effet de serre que la Terre est capable d'en séquestrer au travers de ses forêts, ses océans, les terres, etc. Voilà. Alors, vous voyez, on a à entreprendre ce chemin, mais comme le montre le petit pointillé, malheureusement, on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire. Et donc là, il va falloir accélérer le rythme. C'est pour ça que le sujet est vraiment à l'agenda aujourd'hui, à la fois des acteurs publics et aussi des acteurs économiques. On va y revenir tout de suite après. Voilà donc pour ce chiffre de 2 degrés. Alors, hop, que ça tourne, ça avance. Tiens, pourquoi ça bloque? Ah voilà. Alors, il y avait une autre question qui était effectivement, finalement, on en est où aujourd'hui sur le réchauffement climatique, puisque du coup, l'idée, c'est de rester en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Eh bien, on est quasiment déjà à 1,2 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on voit, si on regarde cette courbe rouge, qu'on est sur une pente totalement exponentielle. Et donc, on est déjà à 1,2. Donc, du coup, on voit que l'objectif de 1,5, il va être quand même très vite atteint. Et ce que disent les scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour ralentir le rythme, puisque chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré a un impact sur nos écosystèmes et nos ressources, etc., etc. Voilà, donc on est déjà dans cet emballement du climat et le temps presse parce que quand on regarde là aussi ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des scénarios donc, qui sont issus des travaux du GIEC et qui montrent qu'on a moins de 10 ans désormais pour se mettre sur la bonne trajectoire. Parce qu'on regarde, si on regarde bien, à partir, toutes les courbes, on va dire, sont à peu près superposées jusqu'en 2030. Mais si on ne fait rien, si on ne change rien à nos modes de production, à nos modes de consommation, à nos modes de vie, on s'achemine vers la courbe rouge qui nous amènerait à la fin du siècle vers une augmentation moyenne de 7 degrés. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc, on n'a plus beaucoup de temps pour agir, pour rester, on va dire, dans la courbe bleue foncée. On dit 3000 jours pour faire un chiffre rond, hein, moins de 10 ans donc pour agir et pour inverser la tendance. Pourquoi? Parce que de toute façon, le climat des 20 prochaines années, il est déjà joué compte tenu de l'inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc de toute façon, le réchauffement va continuer, mais ce qu'il faut effectivement entreprendre aujourd'hui, c'est la décrue de nos émissions pour pouvoir permettre dans la deuxième partie du XXIe siècle de maintenir une température en dessous de 2 degrés. Donc le temps presse. Donc, on pourrait aller jusqu'à 7 degrés, c'était bien ça la réponse. Alors, on peut se dire 2 degrés, 4 degrés, finalement, c'est peut-être pas grand-chose, puisque finalement, on connaît des amplitudes quotidiennes bien plus importantes.
Mais en réalité, il ne faut pas confondre météo et climat. Et l'enjeu climatique, il est très important quand on regarde un petit peu ce qu'était l'ère glaciaire, c'est-à-dire il y a à peu près 20 000 ans. La différence de température entre la période que nous vivons aujourd'hui et cette époque de l'ère glaciaire, c'est simplement, entre guillemets, 5 degrés de moins. Et à cette époque-là, la calotte glaciaire descendait, on va dire, jusqu'au nord de la France. L'Angleterre, par exemple, était gelée, et donc on pouvait passer, on va dire, à pied entre la France et l'Angleterre. Donc, c'est tout un paysage, toute une géographie qui est complètement bouleversée par quelques degrés, finalement, de différence. Et si on se projette un petit peu… Oui, pardon. Non, je voulais éventuellement faire un petit Oui. écho du sondage pour pouvoir, Oui. par rapport à ces 2-3 premiers chiffres, de te faire un écho de comment se positionnait le groupe. Donc, globalement, le groupe a une assez bonne connaissance sur l'amplitude de l'augmentation à ne pas dépasser dans le cadre de l'accord de Paris. On était… pour la grande majorité, en dessous de 2 degrés, donc entre 1,5 et 2, donc une bonne connaissance de ce niveau-là. L'augmentation de la température déjà atteinte, là, on est plutôt donc sur un groupe qui même surestime le fait qu'on ait déjà dépassé le 1,2, donc on était plutôt aux 3/4 au-dessus de 1,2. Et puis, peut-être chose importante, l'augmentation attendue d'ici la fin du siècle, le groupe était plutôt peu sur le 7 degrés. Donc, il n'y a que 10% là, du groupe qui avait en tête ce chiffre de 7 degrés, la grande majorité étant autour du 5. Et pour finir, peut-être sur ce décalage entre l'ère glaciaire qui régnait en Europe il y a 20 000 ans, la grande majorité pense qu'on est, ou la majorité pense qu'on est à 20 degrés inférieur. Et il y a une petite moitié qui pense qu'on était à 5 degrés inférieur. Donc, je pense que c'est surtout là où il y a peut-être un écart de perception entre ce que le groupe avait en tête et puis la réalité de ces 5 degrés qui est finalement assez peu et pour autant énorme par rapport au changement que ça induisait. Voilà, sur le sondage. Voilà, ok. Donc, oui, voilà. Donc, du coup, voilà, vous avez eu le temps, entre-temps, de prendre connaissance, effectivement, du slide, mais c'est vrai que Météo France avait fait des projections l'été dernier sur des records de température qu'on pourrait avoir assez vite en 2050. Et on voit qu'on atteindrait les 50 degrés en France, donc, voire plus, donc à certaines périodes. Et l'autre graphe montre qu'autour des zones équatoriales, si on atteint effectivement 4 degrés, eh bien, il y a toute une partie, on va dire, du monde qui devient quasiment inhabitable tant le stress hydrique va être élevé. Et donc, sans ressources en eau, ça devient compliqué de vivre, évidemment, sur Terre et de cultiver, etc. Donc, les enjeux sont évidemment considérables. Et manifestement, vous le savez à peu près, si je comprends là les beaux résultats du sondage. Donc, on va voir assez vite quelles sont les conséquences. Donc, la conséquence, on l'a dit tout à l'heure, c'est de diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et je ne sais plus, Christiane, la question a été posée sur l'empreinte moyenne des Français. Oui, la majorité connaît le 11 tonnes. Donc, il y en a quelques-uns. Bon, on a affaire à des spécialistes, alors du coup, donc on va aller assez vite sur cette partie. Voilà, donc l'idée, évidemment, c'est de diviser à peu près par 6 nos émissions de notre empreinte moyenne. Alors, peut-être une petite info complémentaire par rapport à ce chiffre. En réalité, sur le territoire français, on a plutôt baissé nos émissions de gaz à effet de serre d'en moyenne, je crois, 30% au cours des 25 dernières années. Donc, on pourrait dire que c'est pas mal. En réalité, c'est bien sur le territoire. Malheureusement, on n'évalue pas le climat aux frontières, on va dire, de la France, mais au niveau mondial. Et en fait, en réalité, notre empreinte, elle, a globalement augmenté parce qu'elle est liée notamment à nos importations. C'est-à-dire qu'on a presque 60% de notre empreinte carbone qui vient en fait de nos achats et de produits, nos téléphones, nos voitures, nos ordinateurs et autres qui proviennent évidemment notamment d'Asie, par exemple. Et là, le chiffre est pratiquement en hausse de 80%. Et donc ça, c'est ça qui va être notamment un gros enjeu pour les entreprises. Je fais tout de suite le lien puisque une bonne partie, effectivement, des enjeux de décarbonation vont se situer notamment dans la question des achats et de la provenance de nos matériaux, de nos matières premières, de nos produits.
C'est ça le sujet. Voilà. Alors, juste pour terminer, je disais tout à l'heure, on n'est pas dans la bonne trajectoire et puisque vous le savez sans doute, on était au départ sur un premier jalon qui était de baisser de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le cadre de l'accord de Paris. Mais l'Europe a rehaussé l'objectif à 55%, donc il faut diviser, donc, on va dire, par 2 nos émissions de gaz à effet de serre dans moins de 10 ans. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir dans les années à venir. Et très vite. Globalement, le groupe était conscient à moitié, on va dire, hein, sur, je dirais, sur cette part de trajectoire. Ils étaient plutôt majoritairement sur divisé par 4 et non par 6 à l'horizon 2050. Voilà. D'accord. Et sur ce sujet-là, Christiane, sur la part de l'effort individuel versus l'effort collectif? C'est partagé. On va dire qu'il y a effectivement à peine la moitié du groupe qui avait conscience que la part des entreprises et de l'État, c'est 75%. Mais il y a une plus grosse moitié qui est moins de 45%. Donc, je pense qu'il y a toute une partie du groupe qui avait plutôt en tête que la partie individuelle était plus importante qu'en réalité, donc qui minimisait le rôle de l'entreprise et de l'État. Ok, voilà. Donc ça, ce sont des chiffres effectivement qui sont issus du cabinet Carbone 4, que certains connaissent certainement, un cabinet sur les enjeux climat et carbone, et qui a mesuré effectivement dans la diminution de notre empreinte, quelle est la part effectivement de nos gestes individuels versus l'action collective. Et donc, ils ont évalué que si on était individuellement des héros, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont dit, de l'écologie par nos choix en matière alimentaire, en matière de mobilité, en matière de logement. Pour autant, ça représente à peu près qu'un quart de l'effort à faire et que les 3/4 restants sont, on va dire, dans les mains, on va dire, des pouvoirs publics et aussi, bien sûr, des acteurs économiques. Donc, pour tout de suite faire un focus sur les entreprises, on voit que c'est donc le rôle de l'entreprise est extrêmement important dans la réussite, on va dire, de cette trajectoire bas carbone. Et c'est bien normal puisque finalement, quand on réfléchit un petit peu, à la fois les infrastructures, par exemple, et puis les produits qu'on consomme, même si on fait les efforts, on est quand même dépendant, on va dire, des choix qu'on nous propose. Voilà. Donc, les entreprises, pour revenir à elles, elles ont évidemment un rôle important à jouer dans leur périmètre, dans leur écosystème, dans leur secteur d'activité et bien sûr dans leur territoire. Et c'est bien de ça dont on va parler tout à l'heure. Je suis allée trop vite. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, c'est qu'évidemment, on est face à un changement de paradigme profond à construire. Et pour réussir cette décarbonation, il faut qu'on passe, on va dire, d'un modèle économique qui est toujours basé sur une approche qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire j'extrais, je transforme, je consomme et je jette, et qui repose majoritairement sur la consommation ou l'utilisation d'énergie fossile et de ressources naturelles. Donc ce modèle-là, il n'est plus viable, il n'est plus possible, et donc il faut qu'on passe à un nouveau modèle économique plus circulaire, plus sobre, notamment en énergie, économe en ressources et potentiellement régénérateur des écosystèmes. Donc c'est une profonde transformation qu'il faut qu'on entreprenne dans les années à venir. Juste un dernier feedback du questionnaire, Caroline, sur la dernière question, et on n'avait pas de slide là-dessus. On avait donc une illustration de qu'est-ce que représente 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. 10 allers-retours en avion Nantes-Marseille, 190 grammes de viande bovine par jour, 12 ordinateurs fabriqués par an, 8000 km en voiture ou 1000 mails envoyés par jour. Donc, le groupe a globalement pointé les allers-retours en avion, ensuite, très loin derrière, les kilomètres en voiture, puis la viande bovine. En fait, c'est un piège. Tout ça, ça représente 2 tonnes, en fait. Vous prenez 10 allers-retours en avion, vous avez consommé 2 tonnes d'équivalent CO2. Si vous mangez tous les jours 190 grammes de viande bovine, cela représente 2 tonnes par an. Si vous êtes une entreprise et que vous utilisez 12 ordinateurs sur une année, ça représente 2 tonnes. Si vous faites simplement 8 km en voiture par an à titre personnel, ça représente 2 tonnes. Et si vous êtes une entreprise, par exemple, qui envoie 1000 mails par jour, ça représente 2 tonnes. Donc, en fait, c'était pour vous donner un aperçu de ce que représente 2 tonnes équivalent CO2, à savoir très peu de choses, et pour faire sentir à quel point nos modes quotidiens, sans être très dispendieux, nos modes de vie quotidiens sont très décalés par rapport à cette attendue des 2 tonnes
d'équivalent CO2 par an. Voilà. C'est ça. Et effectivement, ce n'est pas que l'avion qui consomme effectivement de l'énergie, et notamment le numérique. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'empreinte du numérique est déjà 2 fois l'impact, on va dire, du transport aérien mondial. Donc, c'est pas neutre, par la fabrication notamment de nos terminaux, etc. Alors, quand vous pouvez quitter juste le klaxon, on n'en aura plus besoin. Donc, si voilà, vous pouvez vous remettre tranquillement sur le Zoom à 100%. Je ne vous embête plus avec la double fenêtre. Donc, si on se projette un peu sur les entreprises, quel impact tout ça va bien avoir? Eh bien, déjà, je pense que la question à se poser, c'est de dire effectivement si on va dans cette trajectoire d'un monde bas carbone, qu'est-ce que devient mon entreprise? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est déjà très dépendante ou pas d'ailleurs des énergies fossiles? Et donc, déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir baisser mon impact? Voilà, donc ça, je pense que c'est une question qu'on peut avoir assez vite en tête. Après, on va voir comment on peut baisser ses impacts. Mais il y en a une autre qui vient aussi, enfin, qu'il faut avoir à l'esprit, parce que celle-ci, on la pose moins, c'est mais comment je vais m'adapter? Parce que de toute façon, le réchauffement climatique, il est là. Il arrive et il va s'accroître. Donc, du coup, est-ce que mon activité, mes locaux, ma manière de faire des affaires, elle est adaptée au réchauffement climatique qu'il y a? Voilà. On l'a vu, par exemple, pour donner un autre exemple, dans le cadre du Covid, on s'est aperçu, par exemple, une chaîne logistique est extrêmement fragile, finalement. Eh bien, dans le cadre du réchauffement climatique, c'est pareil. Hein, il y a certainement des zones ou des pays qui pourront peut-être plus produire les composants auprès desquels vous approvisionnez. Donc, ça, c'est comment je m'adapte. Et du coup, quand on s'est posé ces deux questions, inévitablement, on se pose les questions de quelle évolution stratégique de mon modèle économique. Quand je dis ça, mon modèle économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que je m'approvisionne, de quoi sont faits mes produits, quel est l'usage que font mes clients de mon produit, qu'est-ce qui se passe sur la fin de vie de mes produits, c'est-à-dire que la responsabilité d'entreprise, elle est très élargie, elle ne se contente pas, on va dire, du mur voilà, de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui sur le sujet du modèle économique. Alors, peut-être juste, j'ai fait là, on a fait un focus un petit peu sur les évolutions réglementaires en cours, parce que là, il y en a eu très récente là, au mois d'avril, qui montre quand même que le sujet est vraiment montant. D'abord, un premier sujet qui est lié notamment à l'obligation de reporting pour toutes les entreprises européennes de plus de 250 salariés. Le seuil a été abaissé, c'était 500 salariés avant, et principalement d'ailleurs en France, et d'autres pays, mais là c'est pour toute l'Europe. Et donc les entreprises devront expliquer qu'est-ce qu'elles comptent mettre en place en fait pour baisser leur impact carbone, quelle est leur stratégie en matière de résilience. Et donc, cette obligation de reporting, elle va venir maintenant au même niveau que celle de l'obligation notamment de reporting financier. Et donc, les entreprises seront auditées par des parties tierces et devront donc montrer, on va dire, comment elles font pour se mettre, on va dire, sur la bonne trajectoire. Donc, le sujet devient maintenant très concret, on va dire, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça, c'est au niveau européen. Une autre évolution réglementaire à signaler, c'est le vote de l'EcoScore qui a été, qui fait partie, on va dire, du package là, sur la loi climat, qui fait que les entreprises vont devoir afficher l'impact carbone sur leurs produits. Et le premier secteur d'activité concerné, c'est le secteur de l'habillement, qui sera le premier secteur test à partir du début de l'année 2022. Donc, on va voir très vite que le sujet du carbone va devenir un sujet de visibilité. Notamment, l'idée, c'est d'aiguiller les consommateurs dans leur choix vers des produits, évidemment, bas carbone. Par nature aussi, engager les entreprises à faire les efforts nécessaires. On a aussi la taxonomie européenne, alors qui vise là, du coup, à classer les secteurs d'activité qui sont bons, on va dire, pour l'environnement, de façon aussi à flécher les investissements financiers vers les secteurs qui vont dans le sens de la diminution du carbone et quelque part détourner, on va dire, ou en tout cas limiter les soutiens financiers aux entreprises qui continueraient d'aggraver le problème.
Et puis, c'est par contre pas encore voté, mais il y a quand même toujours cette perspective de mettre une taxe carbone aux frontières qui viendrait renchérir, on va dire, les produits de l'importation. Et on comprend assez vite, au vu des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, que là, il y a un véritable enjeu de ce côté-là. Voilà. Donc, de toute façon, il y a une accélération là aussi réglementaire qui va très vite percuter les entreprises. Alors, au-delà de ça, si on essaie un peu de faire le tour des risques et des opportunités pour les entreprises, on voit deux grands types de risques pour commencer par là. Des risques physiques, tout simplement, liés notamment à des événements climatiques et météorologiques hors normes, hein, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, des élévations du niveau des fleuves ou de la mer et qui peuvent mettre à mal les infrastructures, vos établissements, et puis surtout impacter les chaînes de valeur, hein, et notamment les chaînes d'approvisionnement, notamment toutes celles qui sont liées notamment aux matières premières et aux matières agricoles. Voilà. Donc ça, c'est les premiers gros risques. Il y a des risques aussi de transition. Je viens d'en évoquer quelques-uns liés notamment aux réglementations, aux risques d'évolution et des choix politiques qui vont être faits dans ce sens. Mais il y a aussi des risques d'évolution technologique. Prenons juste un cas, celui de la perspective de la fin des moteurs thermiques, par exemple, dans l'automobile. Évidemment, pour tous ceux qui fabriquent des produits, des composants liés à ces moteurs, évidemment, si on ne fait rien, c'est la mort, mort annoncée, on va dire, de vos produits, pour prendre cet exemple. Des évolutions aussi de marché, soit dans les conditions, soit dans les clauses qui peuvent être indiquées, notamment, je pense notamment dans le cadre des marchés publics, soit par les grands donneurs d'ordre, ou tout simplement par les clients et les consommateurs qui sont de plus en plus, regardants, on va dire, sur ces sujets. Et on l'a vu d'ailleurs dans les entreprises qu'on a embarquées dans Mission Change. Il y a une des entreprises d'ailleurs qui nous a dit qu'aujourd'hui, elle aurait perdu un de ses gros clients si elle ne s'était pas engagée sur une trajectoire bas carbone, puisque ce gros donneur d'ordre a fait une sélection sur ses 30 fournisseurs. Il n'en a retenu que 4 sur notamment différents critères RSE, mais en particulier sur le critère carbone. Voilà, donc ça devient évidemment un sujet qui potentiellement peut être un sujet très vite d'enjeu commercial. Pour autant, il y a aussi des opportunités à s'emparer de ce sujet dès à présent, des opportunités financières. On peut, notamment sur le sujet, on va le voir, des économies d'énergie faire coup double, ça ferait à la fois du bien au climat et du bien évidemment aux finances de l'entreprise. On peut faire des économies aussi de matière. Enfin, il y a des possibilités vraiment intéressantes de ce côté-là. Il y a aussi, et c'est ce sur quoi on travaille, des opportunités business en allant aussi travailler des business models qui sont des business models de demain, d'avoir des innovations produits, des innovations dans les services qui feront, on va dire, des business models gagnants dans un monde bas carbone. Voilà, donc innover dans ce sens, je pense, c'est prendre, on va dire, anticiper et se mettre sur de bons rails pour l'avenir. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est le phénomène aussi de l'image ou de l'attractivité de l'entreprise. Vous avez dû remarquer à quel point les plus jeunes générations, mais pas que, sont de plus en plus attachées à ce que font les entreprises et à aligner, on va dire, leurs convictions citoyennes et le sens qu'ils donnent à leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable argument pour attirer et garder des talents. Voilà, et puis les opportunités d'innovation, j'en ai un petit peu parlé. Donc voilà pour ça. Peut-être qu'on peut, à ce stade-là, après à la fois les résultats du questionnaire, du petit quiz des enjeux climat, même si j'ai l'impression que dans l'ensemble, vous connaissez les grands enjeux, et puis par rapport aux impacts sur l'entreprise, peut-être vous laisser quelques temps pour des réactions ou des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat ou à prendre la parole pour ceux qui ont envie. Donc, à la fois, oui, sur ces grands chiffres de l'enjeu climatique et puis par rapport à ces risques et opportunités pour l'entreprise. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'ai une question, Christiane et Caroline, dans le chat. Une personne qui demande si vous avez prévu de partager votre présentation PowerPoint avec les participants. Il y a le webinaire va être enregistré, donc il sera rediffusé. Donc, ça sera, je pense, plus complet. Oui.
Hein, on le fera sous cette forme-là. Très bien. Merci. Moi, j'avais quelques petites réactions. C'est Valérie Ferber, entreprise Charrier. Bonjour Valérie. Oui, je ne sais pas si vous Si. m'entendez. Oui. Moi, je ne vois plus personne, mais On vous voit. C'est peut-être parce que… D'accord. En fait, les schémas de départ, alors il y en a, c'est des réactions un peu à vif parce qu'il y a des choses que j'ai vues des fois dans les présentations de Jean-Marc Jancovici. Alors, il y en a une notamment sur laquelle j'avais pas mal réfléchi, c'était la question de la période d'il y a 120 000 ans où on était à moins 5 degrés. Et, 20 000, c'est 20 000 ans. C'est où 20 000 ans, pardon. Et, alors, je précise que je ne suis absolument pas un climato-sceptique, hein, mais parfois, Jancovici, il est un petit peu… il tire le trait très loin pour faire réagir et des fois, il joue un peu avec le feu aussi. Et par exemple, la carte de l'Europe où on voit la glaciation qui descend jusqu'en Angleterre, ça c'est une réalité. Mais en fait, je me souviens, il avait présenté ça à un séminaire auprès de Sciences Po, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, il a dû le présenter à plein d'endroits d'ailleurs. Et en fait, il disait que ben, voilà, à plus 5 degrés, ben, ça va être la guerre, quoi. Parce que quand on voit cette carte et qu'on s'imagine faire l'inverse, ben oui, ça va être la guerre. Imaginons, là, il y avait 120 mètres de moins, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a 20 000 ans, il y avait 120 mètres de moins au niveau océan. Et alors qu'en fait, alors c'est un fait physique, c'est que en fait, malgré tout, et même si le monde ne va pas être très sympathique, parce que la carte que vous avez montée à droite, ben, elle est très sèche et très chaude, en fait, le niveau de l'eau, il montera entre guillemets que de 20 mètres. Bon, c'est déjà beaucoup, mais ça ne change pas le monde non plus autant que ce que… Voilà, des fois, c'est un petit peu exagéré et je trouve ça dommage quand c'est exagéré ou alors qu'on tord un petit peu les faits pour un propos. C'est pas ce dont je vous accuse, c'est plus une réaction. Ça me refait penser à ce que ça m'avait fait quand j'avais vu la présentation de Jancovici. Et après, c'était sur la part personnelle et la part de l'État et des industries. C'est vrai que je ne sais pas d'où sort, enfin, je ne sais pas comment ont été calculés le 1 quart et le 3 quarts, mais quelque part, je le trouve un peu ennuyeux, ce chiffre, parce que il y en a un on peut avoir tendance à sous-estimer chacun sa part, soit à titre personnel, soit quand on est au boulot pour l'entreprise. Et à force d'essayer de trouver des solutions, des moyens d'action, on s'aperçoit que finalement, de toute façon, on le fera globalement ou on ne le fera pas. Mais la part personnelle de nos choix personnels individuels et ce qui se passe dans les entreprises, en fait, c'est tellement lié que je ne sais pas si on peut attribuer vraiment un poids à l'un et à l'autre. Alors, on peut sûrement faire des calculs, mais j'ai l'impression que ça va être de toute façon un effort majeur, aussi bien dans nos vies personnelles que pour nos entreprises. Et l'exemple qui me vient, c'est un exercice que j'ai pratiqué en famille, qui est d'essayer de dessiner ce que ça signifierait une vie à 2 tonnes de CO2 par personne. Et c'est une vie qui est radicalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec le confort qu'on connaît, les libertés qu'on connaît, la liberté de circuler. Au sens liberté, c'est pas qu'on nous empêchera de le faire, c'est que la notion de voyage, par exemple, de découverte du monde, d'échange avec les autres, elle va être complètement bousculée, effectivement, si on veut vraiment être à 2 tonnes de CO2. Et je m'étais fait la remarque en voyageant une fois au Maroc, parce que par curiosité, j'avais regardé les émissions de CO2 du Maroc, et le Maroc est à 2 tonnes de CO2 par personne. Et donc, ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est un peu plus ça. Bah, si on prend la part, enfin en tout cas, un peu comme ce qu'on fait là, parce que là, on prend les émissions de la France et on le divise par le nombre d'habitants. J'avais fait l'exercice, alors peut-être que je m'étais trompé, mais même si c'est faux, et même si c'est plus, et encore, il faut voir comment les gens vivent au Maroc pour se dire ah d'accord, c'est majeur, c'est énorme de descendre à 2 tonnes de CO2 par personne. On va plus vivre, si vraiment on veut le faire, c'est des changements radicaux et
Ça va pas se faire. Et là, c'est là que je rejoins Jean Covici, c'est que ça va pas se faire comme ça tranquillement. Je crois Voilà. que je voulais pas tuer l'atmosphère, mais non, mais c'est le sujet quand même. La prise de conscience est importante. Après, l'effet de la température sur le monde et la viabilité du monde à plus 5 ou plus 7 degrés, si on continue business as usual, je crois que même si les images sont parfois frappantes, c'est une réalité. Donc, et comme vous dites, la marche à franchir pour passer de 11 tonnes aujourd'hui à 2 est immense. Je crois que c'est important de prendre conscience de l'ampleur du sujet. Le chemin est complexe. Après, dans le rôle des entreprises, c'est vrai qu'à titre individuel, on fait notre part au mieux et avec tout ce que ça a de très bouleversant par rapport au mode de vie. Le monde de l'entreprise, c'est pas que les salariés dans l'entreprise, c'est bien l'activité et le business model de l'entreprise, ce qu'elle produit, ce qu'elle consomme en tant qu'entreprise, qui est à une échelle qui est vraiment déterminante pour réussir, quoi. Donc, le 75%, c'est pas les salariés au sein de l'entreprise. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous l'interprétiez, mais bien évidemment, les individus sont dans leur façon d'être. Ils veulent pouvoir être dans l'entreprise alignés sur les pratiques qu'ils ont chez eux aussi. Donc, c'est vrai que ça convoque l'entreprise dans sa capacité à embarquer des pratiques éco-responsables dans la vie de tous les jours des salariés au sein de l'entreprise. Mais après, le gros sujet, ce que disait Caroline, c'est effectivement la manière dont l'entreprise s'approvisionne, la mondialisation des matières premières, les choix des matières premières, le volume des matières consommées, le fait que les objets soient plus ou moins réparables, etc. On va parler maintenant des leviers de décarbonation. Je vois qu'il est 10h15, on est dans le timing. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je regarde dans les chats. L'innovation aura certainement une place encore plus importante, technique de capture du CO2, etc., dans le nouveau monde. Oui, Céline qui nous fait part de ce commentaire. L'innovation aura certainement une place encore plus importante dans ce nouveau monde. Oui, bien sûr, de ce côté-là. Alors, c'est vrai que je rebondis juste par rapport à ce que disait Valérie. C'est vrai que je peux peut-être donner un exemple effectivement rapide de ce que j'ai vécu moi dans un groupe, le groupe ERAM, sur la filière cuir. Typiquement, j'allais dire, et c'est pas que le groupe ERAM, c'est l'ensemble de la filière de fabrication de chaussures ou d'utilisation du cuir. On a collectivement perdu le contrôle, j'allais dire, du sujet, entre guillemets. Par exemple, les cuirs de nos chaussures, la bête peut venir au départ peut-être du Brésil, après la peau va être envoyée en Italie pour être tannée, puis ça va repartir en Chine pour être fabriqué, puis ça va revenir ensuite en France pour être vendu. C'est de ça dont il s'agit, c'est ce modèle-là dont il s'agit. Donc là, et du coup, c'est nos modèles de business model, nos modèles de mondialisation globale qui, du coup, aujourd'hui, ne sont plus possibles de ce côté-là. Et autrefois, entre guillemets, on s'approvisionnait beaucoup plus à proximité avec des cuirs qui pouvaient venir des animaux qui avaient été élevés à proximité. Tout ça, on a perdu ça. Donc, du coup, c'est cette transformation profonde qu'il va falloir effectivement enclencher parce que le modèle qui a été mis en place, et je pointe personne du doigt sur la responsabilité, mais en tout cas, le constat est que depuis 40 ou 50 ans, ce modèle-là qui a été mis en place, il ne va plus être possible dans le monde à 2 degrés. Voilà. Caroline, encore une autre question, je me permets. Oui. Donc, le Pierrick nous dit un vrai changement de modèle économique peut-il se faire sans un vrai pouvoir donné à une politique locale, régionale, plutôt que des décisions prises uniquement à Paris ou Bruxelles? J'allais dire les deux, mon capitaine. Hein. J'allais dire chaque strate, on va dire, c'est un peu ça. D'abord, l'enjeu climatique, il est global. Donc, évidemment, je pense qu'il faut des impulsions fortes au niveau des. D'abord, il faut avoir conscience d'abord que c'est la Chine et les États-Unis qui sont les plus gros émetteurs. Donc, déjà, puis ensuite l'Europe. Et donc, du coup, prendre sa part au niveau, on va dire, de chacun des strates. Et évidemment, ça rejaillit, on va dire, en cascade sur chacun. Ça dépend du niveau de responsabilité de chaque strate administrative. Hein, voilà. Par exemple, la question des transports, par exemple, pour prendre celle-ci, il y a des choses qui relèvent de l'État, il y a des choses qui relèvent du collectivité locale, comme un tramway, il y a des choses qui vont relever de la région, comme les TER. Donc,
c'est à chaque, on va dire, chaque strate, et c'est bien comme ça qu'est construit un petit peu l'arborescence entre l'objectif européen, puis on redescend en cascade au niveau national, puis ensuite il y a des plans climat au niveau territorial, régional, voilà, collectivité et entreprise. Donc, ouais. Solange nous fait part de son commentaire. Vu mon niveau d'ignorance au quiz, il y aura encore un gros travail de sensibilisation à faire, mais d'autant plus difficile à faire que ça génère de l'anxiété et donc une forme d'évitement du sujet. Tout à fait. Hein, c'est vrai que ça fait partie des clés hein, de la mise en mouvement, que ce soit de l'entreprise ou de chacun. C'est la connaissance du sujet. Donc, cette phase de sensibilisation et de prise de conscience de l'importance des enjeux, c'est bien évidemment le point de départ. Et ça fait partie, entre autres, alors de ce qu'on fait aussi dans Mission Change. Le premier point de départ qu'on fait, c'est un bilan carbone. On va mesurer des choses parce qu'on se dit, on ne peut pas se mettre en mouvement si on n'est pas, sensibilisé, bien évidemment, avec tout ce que ça comporte d'inquiétudes associées, hein, mais qu'il faut néanmoins regarder. Et puis deux, de point de départ de mesure pour pouvoir savoir de quoi on parle et d'où on part et quels sont les facteurs principaux d'émissions de CO2 au sein de l'entreprise. Oui. Je dirais que la meilleure, pour compléter à Solange, la meilleure parade à l'anxiété, c'est l'action. Quand vous avez pris conscience, après, c'est d'essayer d'agir pour faire votre part là où vous pouvez la faire. À titre personnel, à titre professionnel. Donc, tout à fait. Mathieu nous dit complètement d'accord avec Solange. Pour cela, il faudrait faire de l'écologie un récit positif et non pas une alerte apocalyptique dans le cadre d'une sensibilisation. C'est vrai qu'on partage ça, c'est pas simple. Il y a une prise de conscience des enjeux, il faut le faire, mais c'est vrai que de pouvoir rêver un monde meilleur, différent, dans une logique très positive, c'est une façon bien plus porteuse d'énergie que de voir les catastrophes. Bon. Disons qu'il faut pouvoir montrer ce qu'on gagne plutôt que ce qu'on perd. Voilà, parce que on est d'accord avec ça. Ouais. Les médias ne sont pas forcément toujours les plus orientés dans ce sens-là pour nous aider, mais c'est vrai. C'est ça aussi le sens de notre binôme, avec notamment ce que Christiane fait sur l'accompagnement du changement, notamment, puisque c'est bien au cœur du sujet aussi, au-delà des aspects techniques. Voilà. Un petit point aussi, c'est une remarque, mais je ne sais pas si vous connaissez la courbe d'adoption des nouvelles technologies. La courbe d'adoption des nouvelles technologies, oui, elle entre est en les forme early adopters, c'est exactly. ça? D'accord. Ouais. Ouais. Donc, elle est en forme de cloche, avec globalement quatre phases sur cette cloche-là. Et il y a donc les early adopters, les gens qui adoptent rapidement, qui ensuite vont entraîner des suiveurs. On voit que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et à un moment donné, ça va devenir une contrainte sociétale. Et puis à la fin, il y a les laggards, c'est-à-dire ceux qui suivent, mais vraiment du bout des doigts. La seule difficulté qu'il y a, c'est pour passer des early adopters, donc les précurseurs, pour bien le traduire en français, à l'étape plus large. Et c'est un peu là où on en est aujourd'hui. Il y a des spécialistes, des gens qui connaissent le sujet, et tout le challenge, c'est de passer à cette deuxième tranche de gens grand public, en les sensibilisant et en convertissant avec des exemples sur lesquels on va pouvoir communiquer de façon positive. Ouais. Alors, tout à fait, c'est vrai. Alors, pour rebondir un peu là-dessus aussi, pour faire le lien aussi avec les entreprises, j'allais dire, il y a eu une enquête qui a été faite l'été dernier par BPI France et qui montrait que 80% des dirigeants de PME notamment avaient bien à l'esprit l'urgence climatique, hein, d'abord en tant que citoyen, mais aussi en tant que dirigeant. Le problème, c'est effectivement que ça ne se transforme pas forcément, on va dire, dans l'action, dans la stratégie et dans l'action. Donc, j'allais dire, alors, la sensibilisation, elle n'est peut-être pas complètement aboutie, hein, mais elle est quand même, aujourd'hui, quand même à l'esprit. Mais maintenant, c'est comment on passe à l'action et comment, effectivement, vous avez raison, on raconte un récit positif, encourageant, enthousiasmant, de transformation, d'innovation, mais qui soit effectivement quelque chose dans lequel chacun se dit, j'ai ma part à faire, et c'est finalement assez chouette de faire ce chemin-là, parce que de toute façon, on est confronté à cette contrainte. Donc, et c'est vrai que l'énergie positive, nous, on le voit par exemple dans le parcours qu'on emmène avec Caroline, les dirigeants, ils sont en groupe.
Et ils nous ont dit vraiment, c'est qu'ils ont eu un coup de massue quand ils ont démarré dans le programme avec cette prise de conscience, c'est l'ampleur de la marche à franchir. Et puis, très vite, le fait de se sentir faisant partie d'un groupe, de dirigeants solidaires, étant en train de réfléchir tous ensemble au sujet, se projetant dans leur activité, etc. Il y a une émulation, une solidarité qui s'instaure, qui fait que sur ce sujet difficile, eh ben, la mise en mouvement, la mise en action, elle est vécue vraiment positivement. Et en fin de parcours, ils se disent, ben, voilà, OK, on a pris un coup sur la tête, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Et la manière d'y aller de manière collective, de se soutenir les uns les autres et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, c'est peut-être cette façon de travailler de manière collaborative, d'être dans du commun et du partage, de la solidarité plus grande. Et on le verra même dans la manière de regarder le sujet, d'être beaucoup plus large que dans le monde de l'entreprise, mais d'aller chercher le travail avec ses fournisseurs, le travail avec ses clients, parce qu'on ne peut pas réussir tout seul dans cette affaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est une façon de le vivre positivement, moi, je trouve. Je propose qu'on avance. Et puis que c'est possible. Voilà. Voilà. Alors, passons maintenant à, justement, c'est une bonne transition, puisque du coup, à la fin du parcours, les entreprises ont réalisé que c'était possible, qu'il y avait des leviers possibles et que ce n'était pas non plus... il y avait du chemin à parcourir, mais ce n'était pas une montagne si finalement impossible à franchir. Donc, peut-être revenir. Donc, on va aborder maintenant comment on fait, sur quoi on peut s'appuyer pour décarboner. Alors évidemment, je pense que vous connaissez les uns et les autres, je pense un peu le bilan carbone. Je ne vais pas m'y attarder tellement. Tout commence quand même par la mesure des impacts, qui a cette vertu, on va dire quand même, d'identifier dans l'entreprise où se situent les plus gros impacts. Et le bilan carbone est constitué en 3 scopes, on va dire ça s'appelle comme ça, 3 périmètres. Le premier, le scope 1, c'est le périmètre, on va dire, direct, des émissions directes de l'entreprise, donc ce qui est émis directement sur place ou par notamment les véhicules, par exemple, qui appartiennent à l'entreprise. Donc, c'est l'énergie consommée du bâtiment ou ces véhicules. Et parfois, d'ailleurs, dans l'esprit, et on l'a vu d'ailleurs dans le groupe de dirigeants, certains pensent que c'est ça, en fait, le sujet. Ils pensent que, du coup, il va suffire, évidemment, de changer de fournisseur électrique, de mieux isoler le bâtiment, de changer sa flotte de véhicules pour qu'effectivement, on décarbone. Mais en fait, c'est pas que ça, et loin de là. Il y a déjà un deuxième scope, qui est le scope 2, qui est celui de l'achat, on va dire, d'énergie, et notamment d'électricité à l'extérieur, notamment l'électricité, notamment. Bon, alors il se trouve qu'en France, une bonne partie de notre achat d'électricité est décarbonée, puisque du coup, nous avons des centrales nucléaires, mais quand vous faites fabriquer dans d'autres pays, il se peut que l'énergie de vos usines provienne d'énergie, carbonée, si effectivement le mix énergétique du pays est encore très fortement lié aux énergies fossiles, notamment le charbon, par exemple. Donc voilà, déjà, ça, c'est les 2 premiers scopes. Mais surtout, il y en a un troisième qui est ce qu'on appelle les émissions indirectes, qui sont en amont et en aval, c'est-à-dire celles dont dépendent finalement votre activité pour exister. Par exemple, si vous fabriquez des produits, vous avez forcément besoin de matières premières, et ces matières premières, elles sont en dehors, évidemment, de vos périmètres. Et pour autant, pour pouvoir avoir accès à cette matière première agricole, par exemple, ou extractive, du coup, il y a eu un impact carbone probablement très élevé, et ça va forcément avoir un impact très fort sur votre bilan carbone global. Et idem sur l'aval, c'est-à-dire que l'utilisation de vos produits, je pense notamment par exemple au secteur automobile, une bonne partie de l'impact carbone des voitures thermiques, c'est dans l'usage, on va dire, de l'automobile. Et puis ensuite, il y a toute la partie fin de vie du produit. Donc pourquoi on dit ça en fait sur scope 3, c'est que finalement, il faut raisonner en termes de dépendance, c'est-à-dire de quoi mon activité est-elle dépendante. Et si mon activité est dépendante effectivement de matières premières et qui sont fortement carbonées, l'ensemble de mon activité est fortement carboné. Et alors, juste pour précision, le bilan carbone obligatoire aujourd'hui, le bilan gaz à effet de serre, c'est essentiellement sur les scopes 1 et 2 et pas sur les scopes 3. Or, pour la majorité des entreprises industrielles ou celles en tout cas qui distribuent des produits, on va dire 80% en moyenne de votre impact carbone, il va se situer principalement en amont, voire pour certaines activités en aval. Donc, c'est là qu'il va falloir aller chercher des leviers de décarbonation. Et quand on parle d'impact stratégique, quand on parle de transformation de modèle, c'est là qu'on va aller chercher et pas uniquement sur les leviers habituels qu'on a souvent en tête, c'est-à-dire les leviers énergie, transport, etc.
Voilà. Et c'est ça que nous, on embarque modestement dans notre programme, c'est ces transformations-là, notamment sur le scope. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer… Oui, pardon. Un timing, on a 10 minutes un peu de D'accord. retard. Donc, voilà, je te donne juste cette indication. J'accélère, alors je vais essayer d'accélérer. Du tout. D'accord, d'accord. Bon, du coup, voilà, on a c'est peut-être pas exhaustif, relevé 8 grands leviers de décarbonation. Donc, je vais essayer de les passer en revue en essayant d'accélérer un petit peu le pas. Le premier, j'en ai parlé, l'énergie. Je n'ai pas trop m'y attarder. J'ai donné à chaque fois un exemple. Évidemment, il y a tout ce qui est évidemment efficacité énergétique, choisir des énergies renouvelables et décarbonées. Bon, voilà. Mais il y a aussi de plus en plus des possibilités d'autoproduction. Et là, je donnais l'exemple, puisque du coup, ça, c'est un exemple que j'ai vécu, de pouvoir générer soi-même sa propre énergie en autoproduction. Donc là, on voit sur cet exemple des ombrières de parking qui sont couverts de panneaux photovoltaïques qui viennent donc alimenter le magasin en énergie et éventuellement et aussi d'ailleurs d'autres magasins de la zone commerciale autour. Donc voilà un exemple de décarbonation par la production. Alors même si on pourrait dire que les panneaux photovoltaïques ne sont pas neutres en carbone, mais les technologies évoluent aussi, je ne vais pas trop m'y attarder. En tout cas, ça c'est un des premiers leviers auxquels d'ailleurs on pense assez souvent. L'autre levier auquel on pense aussi, c'est la question du transport, évidemment. Alors, elle est très fortement dépendante notamment de l'arrivée des nouvelles énergies, hein, notamment, on pense notamment à l'hydrogène, à l'électrique, au biogaz, etc., voilà, dont on dépend pour pouvoir changer nos modes de transport. Mais il y a des choses qui peuvent exister. Et là, je pense notamment au transport par train ou les barges fluviales. Mais là, je donnais cet exemple de Decathlon qui a fait le choix d'approvisionner notamment, s'approvisionner beaucoup en Chine. On voit que c'est un train chinois. Et donc, ils ont, grâce à la réouverture de lignes sur la nouvelle route de la soie, là, ils approvisionnent maintenant, et depuis 2018, une grosse partie de leurs marchandises depuis le train et non plus par bateau ou par avion. Voilà, donc un exemple. Autre levier, donc ça, il est très important celui-là, c'est la question de l'approvisionnement. Où est-ce qu'on va s'approvisionner, où est-ce qu'on va se sourcer, puisque vous l'avez compris, une grosse partie de votre impact carbone, il est principalement lié à votre chaîne de valeur amont. Donc la question des fournisseurs et des pays d'approvisionnement est clé dans un projet de décarbonation. J'ai mis là deux exemples. Un exemple qui est 1083, qui est une marque de jeans qui a fait le pari de pouvoir tout produire à moins de 1083 km, qui sont les distances extrêmes, qui sont les distances qui séparent les deux points extrêmes de la France. Et c'est un pari parce qu'il y a des étapes de la chaîne de production des vêtements qui aujourd'hui ont complètement disparu, notamment par exemple les étapes de filature, par exemple. Mais il y arrive, son entreprise fonctionne, est un succès, donc ça montre que c'est possible. Je vous invite, voilà, vous pourrez regarder si ça vous intéresse sur son site, il y a des vidéos qui expliquent comment il a fait. Et je donne un autre exemple aussi qui est celui de Schneider Electric, qui est une entreprise fortement engagée sur la décarbonation et qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait travailler avec 1000 de ses principaux fournisseurs pour partager ces données, pour enclencher avec ses fournisseurs des projets d'innovation partagés pour trouver des solutions à la décarbonation. Et je trouve que c'est un excellent exemple et c'est une approche à suivre là aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une entreprise seule, isolée, ne pourra jamais réussir la décarbonation. Donc voilà, donc, sans doute des nouvelles façons de travailler et d'innover, notamment avec ses fournisseurs. Autre levier, tout ce qui concerne le réemploi, la réparation, le recyclage. Là aussi, sans doute de l'innovation. Un exemple, le but final de tout ça, c'est d'allonger la durée de vie et d'usage des produits. C'est de s'éloigner de tout ce qui va être hyper-consommation, produits jetables. Voilà, c'est de mettre fin finalement à ce modèle-là. On sait bien qu'il n'est pas durable. Deux exemples. Un exemple sur le fil de pêche là, qu'on retrouve beaucoup dans les océans et qui sont des nuisances parce que ce sont des fils nylon et dont on peut faire plein de choses finalement. On peut faire des chaussures. Là, c'est une gamme de produits de chez Adidas qu'on peut refaire du fil. Donc, toute la partie
du dessus est faite à partir de fils de pêche récupérés. Et c'est une gamme qui marche très très bien. Ils ont beaucoup de succès avec ça. On peut en faire aussi des filaments, notamment pour l'impression 3D. Enfin, il y a plein d'innovations autour de ce sujet-là. Donc, montrer évidemment ce qu'on peut faire. Et puis, on a mis l'exemple de Bouzinac, qui est une entreprise qu'on a emmenée aussi dans notre programme et qui fait des grosses roues pour des engins un peu atypiques, notamment des engins de chantier, etc. Et qui propose de récupérer maintenant les roues usagées, de les remettre en état et de les revendre donc, sur un marché de la seconde main, avec des services assortis, notamment de maintenance. Donc, ces deux exemples pour vous montrer qu'à la fois dans le domaine B2C et B2B, il y a des solutions, des idées qu'on peut trouver pour allonger la durée de la vie des produits et de leur usage. Autre exemple, je suis assez inspirée par la chaussure, vous avez peut-être un peu compris pourquoi, mais bon, voilà. Un autre exemple, évidemment, alors les sujets, comment dire, les leviers que je suis en train de présenter, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que quand on travaille avec ses fournisseurs, on travaille aussi probablement sur l'éco-conception et aussi sur les solutions de recyclage et de fin de vie du produit. Tout est un peu imbriqué en fait. Là, c'est un exemple évidemment d'une chaussure, notamment en fait dans le groupe ERAM, qui est totalement voilà, qui travaille à la fois sur tous les aspects, depuis la conception jusqu'à la fin de vie, à la fois en travaillant sur les matières naturelles et recyclées, sur une fabrication qui est locale, sur le fait qu'elle soit réparable, voilà, s'il est abîmé, et puis bien sûr démantelable en fin de vie pour que chacun des parties puissent être mises dans une bonne filière de recyclage et pour réintégrer une boucle de fabrication. Donc voilà ce qu'est une éco-conception globale, on va dire, de produits. Alors, autre exemple qui bouscule beaucoup plus là, le business model, c'est de passer à l'économie de fonctionnalité qui consiste en fait à vendre l'usage du produit plutôt que la possession, puisque l'idée, c'est d'utiliser moins de ressources. Donc, le principe, alors un exemple qui est souvent donné, c'est l'exemple de Michelin pour sa flotte, enfin pour ses clients qui sont des transporteurs, Michelin qui ne vend plus des pneus, mais qui vend des kilomètres parcourus et qui vend donc l'usage de ces pneus, donc qui a tout intérêt à faire des pneus qui durent le plus longtemps possible, qui soient réparables. Et donc, le client achète des kilomètres parcourus, paye pour un service, et paye en fonction des kilomètres et en contrepartie reçoit, enfin en tout cas a un service de maintenance qui fait que des techniciens de Michelin vont venir entretenir, réparer les pneus pour qu'ils durent le plus longtemps possible, et ce qui est d'ailleurs en plus pas neutre en termes de carburant, parce qu'on sait que les pneus en bon état permettent en tout cas aux véhicules de consommer beaucoup moins. Donc voilà un exemple de passage en fait à un modèle qui était basé sur la consommation de produits à un modèle qui est basé sur l'usage et donc le service. Et c'est un exemple aussi que j'ai mis en place et expérimenté dans le groupe ERAM avec l'atelier bocage où on a mis en place un système de location de chaussures où finalement vous avez un abonnement qui vous permet d'accéder effectivement à une paire de chaussures tous les 2 mois, mais qu'une fois, au bout de 2 mois que vous les avez portées, vous les redonnez au magasin qui va les renvoyer à l'usine, qui va les remettre en état, qui va les remettre ensuite en service sur un marché de la seconde main, soit en location, soit en vente, puis ensuite les récupérer là aussi en fin de vie pour les démanteler. Donc voilà des exemples, on va dire là aussi en B2B, en B2C, qui illustrent, on va dire, ce que peut être la transformation de modèle vers un modèle de service plutôt que de renouvellement et de vente permanente. Autre levier, cette fois-ci à un niveau du territoire, qui est l'écologie industrielle territoriale, qui est l'idée de construire en fait des coopérations locales avec des entreprises du même territoire pour organiser, on va dire, des flux intelligents de marchandises, de matières premières, de produits pour mutualiser les besoins. Un exemple que je peux vous donner, il y a une initiative assez intéressante en Vendée, dans le pays de Mortagne, qui met ça en place et qui a donc cartographié un petit peu tous les matériaux qui peuvent exister sur le territoire pour trouver des usages croisés. Et notamment, un exemple qu'on peut donner, c'est celui du Puy du Fou, qui maintenant, on a pu chercher pour ses costumes des cuirs, des tissus, voilà, des fabrications lointaines, mais qui du coup a trouvé tout en fait sur le territoire en chute de production et qui du coup construit ses costumes de la sorte. Voilà donc un exemple là aussi d'écologie, de modèle économique, de levier de décarbonation industrielle.
voilà, donc tout ça pour vous dire, par rapport notamment à la remarque tout à l'heure de Valérie, que vous voyez qu'on peut trouver des choses et que ce n'est pas triste en fait. C'est pas triste d'inventer finalement le monde de demain, qu'on peut trouver des solutions. Hein, et c'est ce qui finalement est ressorti aussi de notre groupe de travail, c'est que même si, comme l'a dit Christiane, ils avaient pu être un peu abattus comme vous, quand on voit les chiffres et ce qui nous attend potentiellement, mais quand on se met en mouvement et qu'on essaie de trouver des solutions, eh ben c'est extrêmement finalement enthousiasmant et ça met de la joie au cœur voilà, de s'engager. Et surtout, et on peut le dire aussi, c'est extrêmement mobilisateur pour les équipes, je l'ai vécu, on l'a vu aussi dans les entreprises, c'est extrêmement mobilisateur pour les équipes qui sont vraiment motivées et moteurs pour trouver et aider à trouver des solutions dans l'entreprise. Voilà, et enfin, j'allais dire, autre levier, c'est que quand finalement on est sur des activités qui sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles, j'en ai mis là 3 exemples total, vous savez bien, Saunier Duval, qui est une entreprise locale qui faisait des chaudières à gaz jusqu'à présent, se transforme pour aller vers effectivement des pompes à chaleur. Et puis Desfontaines Group, c'est aussi une entreprise locale qui fait des pièces pour l'industrie aéronautique et véhicules thermiques, et qui sait que de toute façon, sans innovation, ils ne pourront pas être une entreprise pérenne demain. Et donc, ils sont en train de partir de leur savoir-faire pour finalement l'utiliser notamment dans les énergies renouvelables et dans l'éolien, par exemple. Donc oui, à un moment donné, il faudra regarder son business model et se dire, finalement, mon modèle, il n'est pas durable dans le monde qui vient et il va falloir se mettre en capacité de se dire qu'on va devoir abandonner et transformer profondément certaines activités tout en partant finalement de ce qu'on sait faire et aller chercher des diversifications vers des produits et des services dont on aura besoin dans le monde bas carbone qui vient. Je te partage, Caroline, quelques commentaires qui sont très intéressants dans le chat. Donc, beaucoup d'enthousiasme autour du Pays de Mortagne, d'autant que le MFQM organise donc une journée de visite, si je comprends bien, une visite sur justement le IT en Vendée, donc sur le Pays de Mortagne. Donc, bravo à ces Vendéens qui sont balèzes, comme dirait Pierrick. Anne-Sophie qui nous fait part de sa remarque sur, dans les exemples qu'on donne, il faut souligner que d'intégrer dans la réflexion l'impact de ces changements de stratégie, faut regarder aussi l'impact que ça aura sur le travail en lui-même. Donc, bien évidemment, hein, on est conscient et ça fait partie du parti pris qu'on a, nous, dans Mission Change, de dire on est justement sur cette double compétence, certes, RSE, décarbonation, mais aussi accompagnement du changement, parce que ça a de gros impacts sur le métier des équipes, sur la façon de réfléchir le business, la manière de mesurer la performance aussi. Hein. On va en reparler, mais donc c'est énormément de changements qui ont besoin d'être accompagnés. Hein, et c'est vrai que ça a des vrais impacts sur les métiers. Je peux juste vous donner juste là, peut-être que je sais pas, j'ai peut-être pas le temps pour compléter sur le travail, mais juste pour dire qu'effectivement, dans l'exemple que j'ai donné sur Bocage, ça change le travail en le valorisant à la fois des vendeuses en magasin et ça a aussi revalorisé le travail notamment en usine, puisque les chaussures retournent en usine, ce qui permet là aussi de pouvoir garder de l'emploi et de revaloriser du travail manuel notamment. Voilà, donc oui, ça a un impact sur le travail. Ça peut, là, c'est du positif, ça peut peut-être en avoir du négatif. En tout cas, c'est une vraie question et un vrai sujet. Ça a beaucoup de sens pour les équipes. Donc, c'est des projets qui sont pour beaucoup enthousiasmants aussi. Pas simples, mais enthousiasmants. OK. Si tu peux passer sur la slide prochaine. Donc, on avait envie, alors il est 40, c'est un petit challenge. On va le faire quand même. On voulait vous proposer que vous ayez un temps d'échange entre vous sur, voilà, on vient de partager un panorama assez large des clés de la décarbonation avec différentes façons de prendre le sujet. Et on avait envie de vous proposer de prendre, alors on va prendre 7 minutes, ça va être hyper court, mais en sous-groupe, pour que vous puissiez partager, de votre point de vue, quelles sont les clés pour l'entreprise pour réussir cette mise en mouvement, cette transformation, ce chemin qu'il y a à parcourir. Quelles seraient les clés que vous puissiez échanger entre vous sur ces sujets-là? Donc, Delphine, si tu es toujours aux commandes, je suis là. Que tu constitues de manière totalement aléatoire en nous laissant, Caroline et moi, là sur le plateau, mais de faire des groupes de 4-5 pour que vous puissiez avoir donc vraiment 7 minutes d'échange. Là, il est 42 qu'on se retrouve, donc allez, vraiment à 50 pour avoir le temps de conclure sur la fin de ce webinaire.
Ok, je vais lancer. Donc, Christiane et Caroline, vous allez sans doute recevoir une invitation parce que je ne peux pas vous exclure, mais n'y allez pas. Okay. Et puis donc, échanger sur les clés de la réussite pour l'entreprise dans ce chemin de transformation. À tout de suite. À 50, on est de retour. À tout de suite. Alors, donc, ça va être très court parce qu'il nous reste 10 minutes pour terminer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Non, il faut que tu repartages, s'il te plaît, Caroline. Ok, attends. Du coup, donc là, l'idée, c'est qu'on termine sur ces clés, ces clés de la réussite. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut? Alors, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent s'exprimer? On ne va pas pouvoir en prendre plus. Et puis après, c'est bon là? Très bien. Donc, juste, je voudrais entendre une ou deux personnes sur ce que vous avez peut-être commencé à évoquer sur, allez, une idée, deux idées sur les clés pour réussir. Qui a envie de... Très court. Qui a envie de s'exprimer? Moi, j'ai envie de dire heureusement que les jeunes arrivent. Heureusement que les jeunes arrivent, ouais. Ça va changer les choses. Ça va changer les choses. C'est clair, c'est clair. On est dans des changements de culture. Oui, il y a une génération qui va changer le monde. Ouais, on va les aider aussi. Il ne faut pas qu'on les laisse tout seuls quand même. Oui. Autre chose. Il faut juste qu'ils passent du rêve à la réalité, mais il y a une envie. Ils nous bousculent déjà dans nos façons de faire et ça, c'est très bien. Et ils sont très exigeants. OK. Je me permets de prendre la parole. J'ai presque 50 ans, hein, pour Cécile. J'ai presque 50 ans, désolé. Vous ne les faites pas. Une autre marque, une autre idée. Je me permets de prendre la parole. Oui. Voilà. Bon, moi aussi, j'ai presque 50 ans, mais j'y crois encore. Je pense pouvoir y agir. On parlait de ne pas agir seul, d'être en collectif, comme vous faisiez en collectif d'entreprise, et puis qu'il y avait aussi une interdépendance au territoire, aux collectivités. C'est une vision qui dépasse l'entreprise. Tout à fait. Un côté un peu systémique, au-delà de la décarbonation, c'est qu'il fallait prendre aussi en compte d'autres enjeux, avoir un peu une vision systémique. Voilà. Une vision systémique, tout à fait. C'est clair. D'accord. OK. Il y avait quelqu'un qui a voulu prendre la parole. Sensibiliser, informer à 100%. Oui, bien sûr. Oui. Thierry. Je vais bien prendre la parole. Oui, Thierry. Oui. C'est peut-être pour réagir par rapport aux propos de Valérie. Alors moi, j'ai juste passé le cap des 50 ans. Voilà, mais juste pour vous dire, quand vous parlez d'une nouvelle génération qui va arriver et qui va bousculer tout, juste quand même rappeler, alors moi je fais partie du groupe La Poste, ça fait maintenant 14 ans qu'on est engagé fortement dans une démarche RSE, donc on n'attend pas une nouvelle génération pour nous pousser. Et donc voilà, donc je rappelle quelques faits saillants. Première entreprise à avoir formé 55 000 conducteurs. Hein, tous nos conducteurs ont été formés en 2007-2009 et depuis il y a des piqûres de rappel et depuis 2011 on s'est lancé dans un vaste plan d'acquisition de véhicules électriques qui fait de nous la première entreprise au monde. Voilà, si on compte tous nos 3 roues électriques et nos VAE. La Poste, c'est un bon exemple. Voilà, donc c'est engagé depuis bien longtemps. Alors peut-être la nouvelle génération va nous permettre d'aller plus loin, mais voilà, la prise de conscience a eu lieu déjà depuis longtemps. Heureusement, il y a des très belles trajectoires déjà depuis de nombreuses années. Donc on va partager, Caroline. Merci pour vos témoignages. Je vous presse un peu, je sais que c'est hyper frustrant, mais donc ce qu'on a envie de poser en vrac, sans forcément que les choses soient dans l'ordre, mais pour réussir, quand une entreprise décide d'y aller, la première des choses, bien évidemment, c'est que les dirigeants soient engagés dans la démarche. Hein, c'est le point de départ, c'est un incontournable. Ça ne suffit bien sûr pas, hein, mais c'est un point de départ. Ensuite, il faut des équipes, vous l'avez dit, sensibiliser, former. On doit savoir parler le même langage et avoir conscience de la marche à franchir. Donc, la formation, la sensibilisation, c'est essentiel. Ensuite, comme on l'a dit, hein, le sujet, pour qu'il ait vraiment de l'impact, il se positionne au niveau vraiment stratégique au cœur du business. On ne peut pas être à la marge pour enclencher la trajectoire telle qu'elle doit être, vu l'ampleur de ce qu'il y a emmené. Donc, on est vraiment dans du re-questionnement des business models. Ensuite, aller à l'essentiel sur le bilan carbone, c'est-à-dire que la première étape, c'est bien évidemment de mesurer, donc de faire un bilan carbone, mais on n'est pas obligé de passer du tout des heures à faire un bilan très très fin
il faut aller sur les gros smiles, parce que les gros postes vont vous amener, on est dans du 80-20, donc aller à l'essentiel sur les principaux facteurs d'émission. Et donc, oubliez le détail, on n'a pas le temps pour le détail. Scope 3 incontournable, donc comme on le disait, hein, vous avez vu, c'est d'abord l'amont et l'aval qui pèsent beaucoup dans nos activités, en particulier quand on est une PMI, donc dans l'industrie, quand on produit tous les approvisionnements, la chaîne amont sont déterminants dans le poids de l'impact carbone. On a prendre le temps de l'inspiration, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut aller voir ailleurs, il faut sortir du cadre, aller, là vous allez emmener des gens voir le territoire de Mortagne, c'est super, voyez, il y a plein de choses qui existent, inspirez-vous, allez copier ce qui se fait, on n'a plus le temps de réinventer la poudre, il faut aller pomper les bonnes idées ailleurs, donc allez-y, en dehors de chez vous, c'est du temps précieux. Donc osez faire un pas de côté, donc c'est vrai que c'est remettre en question les habitudes, les process habituels, les produits habituels, les services habituels. Donc, ça nécessite forcément d'oser se remettre en question. Ce n'est pas confortable, il faut le savoir, et ça s'accompagne. Raisonner, comme vous le disiez, vraiment écosystème. On ne peut pas réussir tout seul. Donc, l'entreprise, elle doit forcément réfléchir avec ses clients, parce qu'il va falloir qu'elle embarque ses clients sur ces sujets-là. Quand elle change un produit, ça change la façon d'acheter. Quand l'atelier bocage se lance chez RAM, on ne traite plus du tout le client pareil. Les vendeurs ne parlent plus du tout de la même chose. On n'est plus sur les mêmes circuits d'approvisionnement, etc. Donc, ça change tout. Donc, il faut raisonner aval, mais aussi, bien évidemment, amont, et aussi territoire. Donc, on n'est plus dans la vision étriquée de l'entreprise. On est l'entreprise dans son territoire, avec les entreprises autour, avec les collectivités. On peut avoir des mélanges à faire entre ce qui incombe au privé, à l'entreprise, mais aussi au public, et d'avoir des synergies à mettre en place. Typiquement, allez voir vraiment le territoire de Mortagne, ce serait un très bon exemple. Co-innover, c'est ce qui en découle. Hein. Quand on veut se réinventer dans ces logiques-là, on doit être dans de la co-responsabilité, de la co-innovation, prendre des risques partagés avec les fournisseurs, avec les clients. On est dans une logique qui vient bien au-delà du territoire, y compris dans l'innovation. Et puis, pour terminer, tout ça, ça se pilote. Donc, les indicateurs de performance de l'entreprise ont à changer. On n'est plus dans mesurer seulement les résultats du chiffre d'affaires ou de la profitabilité. On doit avoir des indicateurs qui mesurent comment évolue l'impact carbone, mais aussi comment on prend en compte, alors là, on ne travaille que sur le carbone, mais on va aussi avoir des indicateurs bien plus larges sur la prise en compte de la biodiversité, etc. On doit réintégrer ces éléments déterminants, y compris dans les indicateurs de pilotage. Voilà. Je ne sais pas si on est dans un chrono qui nous permet 2 minutes encore. Donc, en conclusion, emmener cette transformation, c'est d'anticiper, s'adapter et anticiper pour s'adapter, parce que la résilience de l'entreprise, elle passe par là. Les entreprises qui aujourd'hui ne se posent pas la question, ne regardent pas le sujet, ne prennent pas le temps de voir les impacts sur leur business, sont des entreprises qui se mettent à risque. On l'a dit, les fournisseurs sont questionnés, les cahiers des charges des appels d'offres aujourd'hui viennent intégrer ces éléments-là, et la réglementation, en dernier chef, vient imposer les choses. Donc, anticiper, se redéfinir avant que ce soit une obligation et une contrainte majeure et avant d'être au pied du mur, c'est vraiment essentiel. Donc l'innovation, vous l'avez dit, elle est au cœur du sujet et elle va amener de la compétitivité. Soyez les premiers à prendre le sujet, comme le fait la Poste avec ses véhicules, etc. Enfin, il y a vraiment une opportunité à se réinventer et à devenir compétitif sur son marché pour continuer à exister, à faire du business, mais en ayant des modèles vertueux. Et puis, comme vous disiez, les jeunes générations, mais pas que, sont dans le mouvement. Chacun, chez soi, on fait des choses, on a conscience de ça en tant que citoyen. Quand on est collaborateur, on veut pouvoir retrouver ça dans le monde de l'entreprise. Donc, une entreprise qui embarque ces sujets-là est une entreprise qui construit sa marque employeur et qui fait de la satisfaction pour ses collaborateurs qui sont d'abord des citoyens. Voilà, en termes de conclusion, c'est un peu rapide. Donc, on voulait simplement vous dire, si vous avez envie de faire vos premiers pas, pour ceux qui n'auraient pas commencé du tout, nous, on serait ravis de pouvoir vous accueillir dans le parcours Mission Change. Pour dire 2 mots, c'est un parcours qui s'étale sur 6 mois, dans lequel on emmène donc l'entreprise, son dirigeant, mais pas que, dans un groupe collectif
pour réaliser d'abord un bilan de gaz à effet de serre, donc on mesure. Ensuite, on va faire un travail d'analyse sur les leviers de la décarbonation, quels sont les principaux chantiers, et on se focalise sur les gros facteurs d'émission. On ne rentre pas dans le micro-détail. Ensuite, chaque entreprise va construire sa feuille de route avec 1, 2, 3 projets. Et puis, on déploie avec eux de l'accompagnement, parce que vous le disiez, ce n'est pas sans incidence sur les métiers et les façons de faire, et ça s'accompagne. Voilà. Donc, on est sur une année qui est assez vraiment cruciale. L'ADEME, que vous connaissez sans doute, en 2021, soutient qui est là. très massivement, qui est là. Alors, bonjour à l'équipe de l'ADEME. Donc, l'ADEME soutient de manière très forte les entreprises de petite taille, de moins de 100 salariés, qui souhaitent s'engager dans justement une démarche de décarbonation et de mise en œuvre avec des plans d'action, puisqu'ils prennent en charge 80% des coûts. Donc, c'est vraiment la bonne année pour les petites entreprises qui sont forcément un peu exsangues en termes de moyens de s'y mettre, et on serait ravis de vous accompagner à travers Mission Change. On a une prochaine promotion qui démarre le 18 mai qui est complète, mais on a une autre promotion qui démarre le 28 septembre si vous le souhaitez. Le dispositif de l'ADEME sera toujours opérant, donc n'hésitez pas à faire ces premiers pas. Et en collectif, c'est vraiment une bonne façon d'y aller pour se soutenir. Donc voilà, on serait ravis de vous avoir. Je vais terminer simplement par voilà, ce mot de conclusion. Et puis, on a un questionnaire de satisfaction. Si vous avez envie avant de complètement nous quitter, nous donner votre avis, je suis en train de chercher juste le lien pour vous le donner et le mettre dans le chat pour que vous puissiez nous faire votre feedback sur ce webinaire qu'on a mené, on vous l'avait dit, un peu au pas de charge. On savait que ça serait assez dense, mais c'était un grand plaisir pour nous. Voilà, je mets dans le chat hop, le lien vers le questionnaire de satisfaction. Ça serait vraiment chouette si vous pouvez prendre 1 minute pour y répondre. C'est toujours précieux pour nous d'avoir votre feedback. Il est 11h02. S'il y en a qui ont encore un peu de temps, on est à votre disposition, mais on a à peu près tenu le timing. Merci en tout cas pour votre intervention. Ouais, c'était très riche, très intéressant. Ça soulève, j'imagine, beaucoup de questions. Donc, en effet, si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à recontacter ensuite Christiane et Caroline. Elles pourront répondre à vos questions. Et en tout cas, merci pour votre présentation. Merci à vous tous. Merci, Delphine. Si vous avez envie de partager un dernier mot, voilà, dense mais interpellant. Un dernier mot de vive voix, n'hésitez pas. J'avais une question, mais qui sera peut-être un peu longue, donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est quand vous évoquiez le niveau 3, est-ce que le niveau 3 peut pas quelque part, la dynamique pour l'attaquer, pour y répondre, peut pas quelque part être portée par la RSE, enfin les différentes démarches de l'entreprise, puisque là on a bien sûr. Bien sûr. De toute façon, la démarche de décarbonation, elle s'inscrit dans on va dire, dans le projet RSE de l'entreprise, si on veut aller par là. Ok. Finalement, c'était court la réponse. Oui, c'est pas à côté. Hein. C'est-à-dire que, disons que sur l'ensemble des sujets RSE, de mon expérience, du coup, j'allais dire le sujet, on va dire, carbone et biodiversité, d'ailleurs, je le mettrai là, est un peu le parent pauvre, un peu parfois dans les entreprises. Et surtout, là, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est à quel point, en fait, ce sujet-là transforme finalement la manière de faire des affaires. Il amène à regarder, on va dire, son modèle d'affaires de façon très différente. Et ça s'inscrit dans la logique de la RSE, sous réserve qu'elle soit transformative. Parce qu'aujourd'hui, la RSE, elle est parfois un petit peu éparpillée et parfois, on laisse le business, on va dire, as usual, mais on ne le questionne pas. Et c'est ça le sujet aujourd'hui, la RSE, la vraie RSE. C'est celle qui questionne le business model. Et en questionnant le business model, inévitablement, vous tomberez sur ces sujets. Oups. Ah, ça a été coupé. Oups. Voilà. Ah oui, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il n'arrivait pas à remplir le questionnaire, mais ça a l'air d'être une actualisation qui bloquait. OK. Un grand merci en tout cas à vous tous. Merci pour votre présence. Merci à MFQM de nous avoir accueillis. Un grand merci encore Cécile et Delphine. De rien, merci à vous. Des espaces précieux pour parler de sujets importants.